Vous êtes bien sur Média TV, bienvenue à tous, c'est l'heure du journal de la rédaction, voici les titres. À la une, le procès pour détournement de fonds publics du maire de Dakar et de plusieurs de ses collaborateurs envoyé au 3 janvier. C'est la décision du tribunal correctionnel de la capitale sénégalaise. Khalifa Sall est en détention préventive depuis le 7 mars. Direction la Côte d'Ivoire où un hélicoptère s'est écrasé ce jeudi dans le quartier de Gonzaville, dans la commune de Port-Bouët. Il intervient quelques mois seulement après un accident similaire dans la même commune. À Moscou, grand oral du président russe Vladimir Poutine. Il a tenu aujourd'hui une conférence de presse à 3 mois seulement de la fin de son 3e mandat. Il briguera un 4e en mars 2018. C'est ce qu'il a déclaré. Quels sont les sujets majeurs abordés par Vladimir Poutine? Élément de réponse dans ce journal. Il n'est pas encore fixé sur son sort. Je vous parle du maire de Dakar. Le procès pour détournement de fonds publics de Khalifa Sall et de plusieurs de ses collaborateurs s'est ouvert ce jeudi pour être renvoyé au 3 janvier. Le maire de la capitale sénégalaise est en détention préventive depuis le 7 mars. Ce matin, le tribunal de Dakar était envahi par des militants et des hommes politiques. Amadou Sabarba et Sanoussi Sané étaient sur place. Le député maire et ses co-inculpés ont finalement eu droit à un procès, mais celui-ci est renvoyé au 3 janvier prochain en audience spéciale sur demande des avocats de la défense, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La violation de l'article 174, indéniable. Le président ne pouvait pas faire autrement. La loi lui fait obligation de renvoyer jusqu'à ce que ces formalités d'avis à conseil soient respectées. Très tôt le matin, des militants et sympathisants sont venus au tribunal apporter leur soutien au maire de la capitale. Si on laisse ces forfaitures passer, demain tu ne seras pas en sécurité. Je ne serai pas en sécurité. Aucun citoyen sénégalais ne sera en sécurité. Il y a une confiscation de leur volonté populaire parce qu'ils n'avaient pas voté pour Macky Sall. Ils ont voté pour un maire qui s'appelle Khalifa Sall. Et même en prison, ils ont voté pour un député à plus de 350 000 voix. Seuls quelques collègues du néo-député sont venus lui témoigner leur solidarité, à l'image d'Elentine, qui estime que ce procès n'est qu'un règlement de compte politique. Il a été là capable de gérer cette caisse de base de la même façon que Khalifa Sall l'a gérée. Aujourd'hui, on ne comprend pas et on veut être édifié. Et s'il le faut, que les choses soient dites et que la vérité triomphe. Derrière les barreaux depuis le 7 mars dernier, le député maire Khalifa Ababakar Sall et ses co-inculpés sont accusés de faux et usage de faux, de détournement de deniers publics et d'escroquerie de 1,8 milliard de francs CFA, soit environ 2 740 000 €. Toujours en Afrique de l'Ouest, en direction la Côte d'Ivoire, où un hélicoptère s'est écrasé ce jeudi dans le quartier de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. Ce crash intervient quelques mois seulement après un accident similaire dans la même commune. L'éclairage de Sandrine Bamba, Herman Dogo. Cet hélicoptère que voici a achevé son vol plané sur ses habitations de fortune dans un faubourg au sud d'Abidjan. L'appareil dont les occupants ont perdu le contrôle s'est écrasé sur une boutique d'appareils électroniques, faisant 4 blessés, dont un dans un état critique. L'avion l'a tombé avec fil, avec courant, tout ça là même, la fumée, tout ça là même là. Bon, on l'a vu en train de Sari. Lorsqu'il est arrivé, ce sont les filles là qui ont fait qu'il est resté dans le magasin. Ses occupants, 2 passagers d'origine française, ont été également évacués dans un centre de santé après le crash. Le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre et de sécurité, déployées en grand nombre après l'accident. Nous avons constaté qu'il y avait un aéronef qui s'était écrasé sur le toit d'un magasin. On a procédé donc très rapidement à la prise en main de la situation et à l'évacuation de victimes que nous avons trouvées sur les lieux. Les circonstances de ce crash restent pour l'heure inconnues. C'est la 2e fois, en l'espace de 2 mois, qu'un appareil s'écrase en périphérie d'Abidjan. Pour rappel, le crash d'un Antonov affrété dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel s'était échoué en bordure de mer avec son équipage moldave
faisant 4 morts. Et cette collision en France entre un train et un bus scolaire dans le sud-ouest du pays, l'accident a fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés, dont plusieurs graves. Le pronostic vital est engagé pour plusieurs d'entre eux. Les victimes figurent parmi les passagers du bus qui transportaient des enfants de 13 à 17 ans. L'accident s'est produit à un passage à niveau vers 15h GMT à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière avec l'Espagne. Triste journée en Somalie. Au moins 18 policiers ont été tués dans un attentat suicide perpétré ce matin dans une école de police de Mogadiscio. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de l'école. Les extrémistes Chebab, coutumiers de ce genre d'attaque, ont revendiqué cet attentat. Et au Niger, ils étaient des centaines d'étudiants à marcher cette semaine pour exiger la prise en compte de leurs revendications. Arriérés de bourse, mauvaises conditions de vie et d'études, autant de difficultés que les étudiants dénoncent depuis plusieurs mois sans réaction des autorités. Ils réclament aussi que justice soit rendue à leurs camarades tués lors de violences sur le campus. Voici un témoignage au micro de Jean-Djibril William. Il y a des camarades qui prennent les cours à même le sol ou à travers les fenêtres. Nous sommes confrontés également à des problèmes d'ordre sociaux parce que même la bourse en tant que telle qui est censée être donnée chaque 3 mois, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas la bourse de vacances qui devrait être payée déjà en juin. Certaines difficultés également, il y a la question des bus. Les bus qui sont censés transporter les camarades sont véritablement très minimes parce qu'on ne peut pas faire transporter les camarades à peu près plus de 20 000 étudiants à travers un nombre de 19 bus ou 21 comme ça, malgré qu'il y a des bus qui sont toujours en panne. Nous avons décrié ces situations et nous avons l'intention que vraiment le gouvernement n'est pas en train de prendre en compte ces difficultés. Montrer l'isolement des États-Unis au Conseil de sécurité, c'est l'objectif d'un projet de résolution contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, un projet en préparation à l'ONU selon des sources diplomatiques palestiniennes, occidentales et arabes. Pour les Palestiniens, l'important c'est d'avoir le soutien de 14 des 15 membres du Conseil de sécurité à ce futur texte. La communauté internationale veut ainsi faire pression pour que le projet de paix qu'ils promettent depuis l'arrivée au pouvoir du républicain Donald Trump tiennent davantage compte des intérêts palestiniens. Face à plus de 1600 journalistes, il s'est livré à son 13e grand oral. Le président russe Vladimir Poutine a donc tenu aujourd'hui une conférence de presse à 3 mois de la fin de son 3e mandat. Il briguera un 4e en mars 2018, c'est ce qu'il a déclaré. Selon Poutine, les adversaires de Donald Trump alimentent une paranoïa à l'égard des services de renseignement russes. Mais il a salué quand même les réalisations de son homologue américain. Quels étaient les grands sujets abordés par le chef de l'État russe? Réponse dans ce récit de Salma Saïdi. Faisant face à plus de 1640 journalistes locaux et étrangers, le président russe est l'unique vedette de ce show médiatique. Interrogé dès l'ouverture de son grand oral sur la faiblesse de l'opposition russe, Vladimir Poutine a ironisé que ce n'est pas à lui de les éduquer. Je pense que le système politique comme économique doit être concurrentiel et je vais faire en sorte de favoriser cela. Ce qui est important, ce n'est pas seulement de faire du bruit sur des places publiques et de critiquer le pouvoir, mais de faire des propositions pour améliorer les choses. Vladimir Poutine a par ailleurs jugé que les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 avaient été inventées par les adversaires de Donald Trump pour le délégitimer. Interrogé sur le travail effectué par Donald Trump depuis son élection, Vladimir Poutine a affirmé que seul le peuple américain pouvait l'évaluer. Pour autant, il voit de manière objective d'importants résultats en peu de temps. Il y a des choses que Donald Trump aimerait faire, mais qu'il n'a pas réalisées encore. Concernant la politique étrangère, il avait parlé d'amélioration des relations avec la Russie, mais bien sûr, s'il souhaite le faire, il ne peut pas en ce moment à cause de restrictions que vous connaissez.
J'espère que Moscou et Washington normaliseront les relations dans l'intérêt des peuples russes et américains, notamment pour renforcer la lutte contre les menaces communes, comme le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, mais aussi résoudre les crises au Proche-Orient, en Corée du Nord, etc. Ces déclarations de Vladimir Poutine interviennent une semaine après l'annonce de sa candidature pour briguer un 4e mandat présidentiel. Le dernier sondage du centre indépendant Levada lui attribue 75% d'intention de vote, mais seulement 28% des électeurs se disent certains d'aller voter. On fait le point sur l'épineux dossier du Brexit. La seconde phase des négociations sera un vrai test pour l'unité de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'occasion du sommet européen qui se tient à Bruxelles. Lors de ce sommet de 2 jours, les dirigeants des 27 pays devront donner le feu vert au lancement de cette deuxième phase des négociations après le compromis conclu la semaine dernière entre les deux parties. Au Maroc, maintenant, on part à Casablanca pour parler investissement en Afrique et sécurité juridique. C'est d'ailleurs le thème du symposium, un symposium international de 2 jours ouvert. Aujourd'hui, dans la métropole marocaine, plus de 150 juristes marocains, africains et européens échangent autour d'une trentaine de problématiques stratégiques majeures. L'objectif final est d'accomplir des pas importants dans le climat des affaires et dans l'attractivité économique du continent. Je vous propose d'écouter des participants au symposium international. C'est vrai que la dimension sécurité juridique est rarement abordée. Or, chacun sait qu'un climat des affaires n'est pas le meilleur si vous n'avez pas la certitude que la sécurité juridique sera apportée aux différentes transactions qui sont réalisées sur un territoire. Le continent africain est un continent où il y a une croissance économique très importante et que cette croissance est porteuse d'opportunités pour de nombreux investisseurs. Et d'autre part, parce que le Maroc se rapproche beaucoup de ce continent et entend jouer pleinement son rôle. De Casablanca à Marrakech, où le Forum annuel Atlantique Dialogue se poursuit, il vise à désenclaver le débat international sur les enjeux atlantiques, économie, éducation, géopolitique, finance, financement des infrastructures et sécurité. Autant de sujets traités dans cette rencontre. Aujourd'hui, des chercheurs se sont penchés sur la migration africaine comme opportunité pour les pays européens. Ce propos, écoutant Silas Lwakabamba, ancien ministre rwandais de l'Éducation. Le secteur de l'éducation au Rwanda a beaucoup de challenges à relever, notamment le challenge de la qualité. L'insatisfaction du marché du travail est un problème commun, non seulement au Rwanda, mais aussi dans la région et au-delà. En effet, certaines aptitudes et compétences sont encore faibles, notamment la pensée critique, la communication, la confiance et l'attitude. L'une des solutions est une planification des actions par rapport aux besoins futurs. Je suis très heureux de constater les efforts de l'OCP et surtout les thèmes pratiques développés avec des projets focalisés sur les compétences et les nouvelles technologies. C'est le futur de l'Afrique tout simplement. Et au Maroc, de nombreuses mesures ont été prises pour lutter contre les effets de la vague de froid qui sévit actuellement dans plusieurs régions du royaume, à commencer par la mise en place de commissions provinciales pour désenclaver les zones affectées. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui à Rabat le chef du gouvernement, Saad El Othmani. C'était lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. En application du plan national de lutte contre les effets de la vague de froid, les autorités locales ont procédé au recensement des sans-abri dans l'ensemble des régions du royaume. Et pour ce qui est du retard des précipitations, des questions s'imposent au sujet de cette saison agricole. Écoutons à ce propos Aziz Arnouch, il est ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Nous sommes optimistes par rapport à la saison agricole. Les dernières pluies ont relancé la campagne. Nous en sommes à 3 millions d'hectares emblavés. Nous espérons atteindre 4 à 4 millions et demi d'hectares.
Nous avons encore le temps, 3 à 4 semaines, pour ensemencer les terres et nous demandons aux agriculteurs de fournir plus d'efforts. Et puis, il y a aussi les autres filières comme l'élevage et l'arboriculture. À ce niveau, c'est une bonne année qui se profile. Pour les céréales, il y a du retard, mais nous gardons bon espoir. En France, on revient sur l'affaire du lait contaminé. Lactalis, un leader mondial des produits laitiers, a déjà rappelé 12 références de lait infantile, des marques fabriquées dans une usine française au début du mois. Le gouvernement français a publié une liste de plus de 600 lots destinés à la France et à des marchés étrangers. En cause, un risque de contamination. De nombreux pays sont concernés, dont le Maroc. On fait le point avec Anissa Haraou. L'affaire du lait contaminé de Lactalis prend de l'ampleur. Dimanche, le gouvernement français a annoncé un retrait massif et une suspension de commercialisation et d'exportation de lait infantile. Début décembre, 20 bébés âgés de moins de 6 mois ont été contaminés. Cette semaine, c'est 5 nouveaux cas de salmonellose déclarés chez les nourrissons. Plus de 7000 tonnes de lait de nutrition pour jeunes enfants potentiellement contaminés ont été rappelés et 13 pays sont concernés. Le problème ne cesse de s'étendre. Le ministère de la Santé marocain emboîte le pas à la France et suspend la commercialisation des produits d'alimentation infantile de la marque Pico, fabriquée par le groupe français Lactalis, tout en demandant à la société en charge de la commercialisation de retirer immédiatement tous les produits associés à cette marque du marché marocain. Une commission du ministère a décidé de retirer le produit du marché et d'arrêter sa commercialisation en attendant les résultats de l'enquête menée en France. Pour l'instant, ces mesures sont uniquement préventives, car aucun cas de contamination n'a été recensé au Maroc. Le ministère appelle les parents à ne plus utiliser des produits de la marque Pico, recommandant de changer de marque après consultation chez le médecin. À titre préventif et pour éviter toute répercussion sur les enfants, on a décidé d'arrêter la vente de ce produit, mais chaque maman qui a l'habitude d'utiliser cette marque de lait peut le changer après concertation avec les pharmaciens. Le Centre antipoison du Maroc a mis à disposition un numéro afin de répondre aux questions des parents et des professionnels de la santé et de fournir des recommandations appropriées. Au Nigeria, l'industrie du cosmétique se développe chaque jour un peu plus. Partie d'une expérience personnelle, Olarewajo est aujourd'hui spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques naturels. Elle n'est pas la seule. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans ce secteur, un secteur qui est censé rapporter 620 millions de dollars au Nigeria. C'est un récit de Stéphane Soumaoro. Des savons artisanaux inspirés des déserts, des gommages, des baumes pour les lèvres, des beurres pour le corps et des huiles pour les cheveux, c'est la nouvelle vie de Olarewajo. Comptable de formation, elle vient de lancer sa marque privée spécialisée dans la fabrication des produits de bain et de corps vendus sous d'autres marques. Beaucoup de gens ne vous prennent pas au sérieux au début parce que vous êtes une femme. Quand j'ai commencé, les gens ne me prenaient pas au sérieux, mais dans l'ensemble, beaucoup de femmes m'ont soutenue. Comme 100% des marques qui font l'affaire avec moi sont des femmes. 100% des personnes qui se forment avec moi sont des femmes. J'ai donc reçu beaucoup de soutien de la part des femmes. Pour lancer son entreprise, Olarewajo a démarré avec le capital de ses économies. Elle a transformé un petit studio de Lagos en laboratoire où elle fabrique ses produits. Elle embauche occasionnellement des travailleurs pour l'aider. Comme Olarewajo, Inia Anjanaku fabrique désormais des baumes à lèvres, des beurres et des savons corporels. Le capital est la principale contrainte. Il faut beaucoup d'argent pour démarrer l'entreprise. Il faut avoir les bonnes ressources. C'est très difficile, car l'essentiel est que beaucoup de gens aiment garder leurs affaires secrètes. Les femmes ont tendance à être un peu secrètes, sans jeu de mots. Les deux entrepreneurs se procurent la plupart des ingrédients localement et essayent de les garder aussi naturels que possible, tout en travaillant pour atteindre le plus de clients à travers le pays. Le secteur fait partie des entreprises à la croissance la plus rapide dans un pays avec une population de 170 millions de personnes.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Koumeï Massibila. À tout de suite.